Alors, les oubliés maintenant. Les oubliés, c'est pour parler des causes les plus rares et en gros, il y a deux messages pour ceux qui voudraient sommeiller juste après. Prenez déjà en compte deux choses. La première, donc, chez le non-fumeur, scanner et fibro, c'est toujours en seconde intention. Sauf signe d'appel, on l'a vu, hein. Mais en règle générale, deuxième intention. Et le deuxième point, si jamais vous voulez vraiment sommeiller après, c'est il faut inclure dans l'interrogatoire la recherche de troubles respiratoires du sommeil. Ce qui n'était pas spontané jusqu'il y a, enfin pour moi, jusqu'il y a quelques mois. Et ça donne des surprises étonnantes dans les toux chroniques traînantes. Enfin traînantes, elles sont chroniques et elles traînent, c'est-à-dire même sur plusieurs années, quoi. Alors les investigations plus spécialisées, donc c'est sur les gros, c'est scanner et fibro, pour rechercher des maladies, notamment respiratoires, chroniques, à thorax normal. Alors on a vu par exemple qu'on trouve ici la bronchite éosinophile, parce qu'avec les moyens dont on dispose, c'est essentiellement par la biopsie bronchique qu'on en fait le diagnostic, quoique, comme on l'a dit, si on met en route une corticothérapie inhalée, on va avoir une idée assez rapide de la réponse au traitement. Mais il y a des trucs qui sont plus tordus, c'est par exemple les trachéobronchomalacies. Alors c'est quelque chose qu'on évoque sur la toux, sur la forme, sur le bruit que fait la toux, sur les trachéobronchomalacies. Donc on les voit bien en fibro en fait. C'est en fibroscopie et où on peut voir pratiquement un collapsus de la trachée avec les deux parois trachéales qui se touchent parfois simplement à l'expiration forcée ou à la toux. Et ça provoque une telle irritation quand les parois se touchent que ça entraîne la toux et là ils sont partis pour tousser pendant un quart d'heure, quoi. Donc nous on les traite avec des nébulisations d'un corticoïde inhalé en nébulisation, il n'y en a pas 36 000, donc on utilise du budésonide et la PPC. Donc on met une ventilation en route, indépendamment de l'existence ou non de troubles du sommeil, une ventilation en pression positive continue. Après, il y a des trucs plus compliqués, parce que la trachéobronchopathie, la trachéopathie chondro-ostéoplastique, qu'on sent bien en fibroscopie, parce qu'il y a des petites surélévations blanchâtres, pour ceux qui ne connaissent pas, et qui sont très dures, ce qui fait qu'on a énormément de mal, on n'arrive pas à biopsier ces trucs qu'on a envie de biopsier, et ben, c'est tout. Si on n'arrive pas à les biopsier, ça fait le diagnostic. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de traitement qui marche. C'est rarissime en plus. Oui. J'en ai vu une dans 30 ans. Ah, ouais, non. Moi, j'en vois autant que de bronchite éosinophile. Et bien sûr, tout le domaine des pathologies interstitielles pour la place du scanner, quoi. Alors, le scanner nous en renseigne sur l'architecture trachéobronchique et sur le parenchyme. Et l'endoscopie peut montrer des lésions macroscopiques, des lésions microscopiques, bien sûr, quand on va biopsier et qu'on tombe sur des granulomes ou sur l'éosinophilie bronchique. Et on peut parfois avoir un lavage broncho-alvéolaire qui va nous dépister des inflammations, forcément infracliniques, du parenchyme pulmonaire. Je ne reviens pas sur l'expectoration induite, je vous ai dit suffisamment ce que j'en pensais. Par contre, le test de Schirmer, c'est quelque chose dont il faut avoir le réflexe très facile, quoi. Vous voyez ce que c'est qu'un test de Schirmer? Donc ça se fait voilà, comme ça. C'est donc des petites bandelettes qui sont graduées de 5 mm en 5 mm et qu'on met exactement comme ça. On les accroche au niveau de la lèvre, au niveau de la paupière inférieure. Alors, si vous ne l'avez jamais fait, on pleure tout de suite, quoi. C'est tellement irritant que... Voilà. Et donc, les gens qui ont une sécheresse oculaire, eh bien, on s'en rend compte très vite parce que les larmes ne remplissent pas ici. On considère qu'il faut au moins avoir 15 mm en 3 minutes pour que ce soit normal. Et il y a des gens qui sont complètement secs. Bon. Moi, j'ai pas besoin, pour moi, hein, pas besoin de 3 minutes pour que ce soit complètement rempli.
Donc le Schirmer, c'est donc pour tester la sécheresse oculaire. L'autre petit signe qui va avec lors des consultations dans ce contexte-là, hein, c'est les femmes qui ont tout le temps une petite bouteille d'eau, il n'y en a pas là, avec elles, et qui, toutes les 5 minutes, boivent une petite gorgée d'eau, quoi. Ça doit attirer l'attention sur l'existence d'un syndrome sec. Et ça se recherche. Donc voilà, on n'a pas besoin de 36 000 choses, hein. Une fois qu'on a fait la radio de thorax et la fonction respiratoire, si on ne s'en sort pas avec les stratégies thérapeutiques de traitement d'épreuves qu'on a vues ce matin, ben après, il reste le scanner, la fibro et le test de Schirmer. Après, on peut toujours aller plus loin, hein. Alors, cliché de thorax peut bien sûr être forcément rassurant, quoi. Mais il faut avoir des petits points d'appel. Alors, bien sûr, c'est dommage parce que je ne vais pas retourner voir mes films parce qu'ils ne marchent pas, mais par exemple, chez ce jeune homme de 19 ans qui tousse depuis 6 mois, si vous arrivez, bien que la radio ne soit pas top, mais elle avait été revue, à trouver une anomalie sur la radio, et il y a un petit point d'appel. Donc la fibroscopie est rapide, et effectivement, il y avait une tumeur qui est un carcinome muco-épidermoïde, qui n'était pas visible sur la radio, mais un petit point d'appel. Après, il y a d'autres situations qui s'éloignent un peu, mais c'est pour montrer que quand on est embêté et qu'on n'arrive pas à débroussailler le problème avec les 3 grandes étiologies initiales, ORL, asthme et reflux gastro-œsophagien, il faut aller voir, quoi. Et alors ici, donc, c'est pareil, ça c'est sa radio, et ça c'est... Donc il y a le film normalement, mais je n'arrive pas à les faire marcher, c'est pas grave, parce qu'on trouve ici une petite balle, les balles dans les pistolets en plastique, il y en a qui tirent des petites balles comme ça. Et bien, lui, à 16 ans, il l'avait inhalé directement sans s'en rendre compte. Et elle était coincée dans, je pense que c'était la lobaire moyenne qui était là. Et chez cette femme ici, pareil, hein, une toux, il n'y avait pas de syndrome de pénétration du tout, elle se souvenait de rien. Et puis il y avait ça, toujours pareil, je crois que c'était au niveau du tronc intermédiaire. Et ça, c'est un petit os de poulet. Et donc, c'est assez facile une fois qu'on y est, parce que la seule difficulté en fibroscopie, ce n'est pas de la prendre et de la sortir, c'est de ne pas avoir oublié de passer par la bouche plutôt que par le nez, parce que sans ça, on met un os dans le nez, quoi. Ça ne passe pas. Et après, il faut aller le rechercher dans le nez, enfin, ça complique, quoi. Donc, il ne faut pas se fier, quand on est en seconde partie d'investigation, il ne faut pas se fier à la radio normale, il faut aller au scanner, à la fibroscopie. Alors, parmi les causes les plus rares, si on met de côté le problème des fumeurs, il y a quand même des non-fumeurs qui ont des bronchopathies chroniques. Alors, les gens se posent pas mal de questions sur la pollution, sur le tabagisme passif. Moi, je pense que la plus grande cause, ce n'est pas ça, c'est les non-fumeurs à exposition professionnelle. Ça me paraît plus important que tabagisme passif. Ça, dans la tête des gens, ça tourne. C'était assez marrant ce matin à la radio parce qu'ils en font presque, comme quoi la vie a changé, ils en font une obsession. Hein, je suis dans un bureau où il y a des gens qui fument, est-ce que je vais faire une BPCO, quoi. Bon. Alors que le vrai problème, je trouve, hein, c'est les expositions professionnelles au-dessus desquelles on passe, quoi. Alors, on se rend compte quand même que quand on prend les non-fumeurs ici, donc ça c'est le pourcentage de patients avec une bronchite chronique, mais on s'aperçoit qu'avec le temps, à partir de... c'est encore jeune, hein, 60, mais il y a quand même un certain nombre de non-fumeurs qui vont faire une BPCO, quoi. Et là, une fois qu'on commence avec la bronchite chronique et qu'on évolue progressivement, éventuellement vers la BPCO, on rentre dans un cercle vicieux qui me ramène à des choses que j'adore, dont je vais vous reparler, mais de façon plus brève,
Donc la bronchite chronique, bon, on va passer, hein, que la fréquence de la toux varie avec le degré d'obstruction bronchique, quoi. Si on a une obstruction bronchique qui est minime, eh bien on a une toux qui est fréquente, mais entre 30 et 35%. Si l'obstruction bronchique est plus importante, on a pratiquement la toux au fur et à mesure, pratiquement chez tous les patients, quoi. Et donc, on revient sur les facteurs de risque. Bien sûr, le principal, c'est le tabagisme, mais on a dit qu'on mettait de côté les fumeurs pour s'intéresser aux autres, et en particulier les expositions professionnelles. Et c'est difficile, ça. Parce que c'est difficile de savoir, à l'interrogatoire, si on sort de la littérature pour rentrer dans la pratique clinique, c'est difficile à l'interrogatoire de savoir exactement à quoi les gens sont soumis quand ils travaillent, quoi. Alors c'est sûr que quand ils sont dans un bureau, ben, ils sont dans un bureau, puis quand ils travaillent, ben, ils travaillent, quoi. Bon. Et puis après, savoir ce qu'il y a dans l'ambiance par rapport aux gens qui éventuellement manipulent des trucs dans les pièces à côté. On voit des gens qui sont censés être dans les bureaux et qui font des problèmes comme s'ils étaient directement en contact. Donc on revient à cette information initiale qu'il y a des degrés de sensibilité au niveau bronchique qui peut dépendre de l'importance de l'expression des récepteurs, donc les TRP dont on parlait ce matin, mais ils peuvent faire des ennuis comme ça, alors qu'ils ne sont pas censés être vraiment exposés. Et donc l'information sur l'exposition professionnelle, c'est quelque chose qui est difficile. Alors, le cercle vicieux vient en grande partie des agents microbiens, quoi. Parce que les modifications du mucus qui sont provoquées par les toxiques inhalés au niveau professionnel vont modifier les relations entre le mucofluide et les bactéries. Et donc ça va favoriser, à un moment donné, l'adhésion de certaines bactéries, pas toutes. Et l'augmentation de l'épaisseur du mucus favorise la stagnation. Et donc on rentre petit à petit dans un cercle vicieux où on arrive à modifier ce qu'on appelle le microbiote. Alors pendant des années, on a cru que l'arbre bronchique était stérile. On sait maintenant qu'avec les nouvelles techniques qui font appel à des analyses, notamment ADN, on sait que l'arbre bronchique n'est pas stérile et que les modifications de ce qu'on appelle le microbiote, c'est-à-dire de la composition bactérienne de l'arbre bronchique ou le microbiote intestinal, la modification de la composition bactérienne au niveau intestinal ont des impacts importants sur la réponse immunitaire et sur la réponse inflammatoire. Et donc, on part d'une situation où, après l'agression ici, professionnelle, on modifie donc les capacités de défense, notamment au niveau du mucus. On va perturber, comme on dit, c'est joli, hein, perturber le microbiote. C'est-à-dire qu'en gros, il va y avoir des nouvelles souches de microbes qui vont s'installer dans les bronches et qui vont être responsables d'un état inflammatoire et d'une modification de la réponse immune. C'est toute la relation qu'il y a entre microbiote et maladie chronique. Alors, il faut réussir dans sa tête à intégrer qu'il y a un microbiote au niveau respiratoire et il y a un microbiote au niveau intestinal. Et que les deux sont liés. C'est-à-dire que si on a, par exemple, des modifications du microbiote intestinal, ça va modifier la réponse immune systémique et ça va avoir un impact sur la réponse immunologique et inflammatoire au niveau respiratoire. En d'autres termes, on peut très bien avoir une cible thérapeutique sur le microbiote intestinal pour améliorer des problèmes respiratoires. C'est juste parce que c'est marrant. Parce que le but, c'est de dire qu'on peut avoir des agressions bronchiques sans fumer. Donc, par exemple, sur le plan professionnel. Mais que ces agressions bronchiques, indépendamment de la persistance de l'agression,
vont se pérenniser par le biais des modifications du microbiote respiratoire secondaire à l'agression professionnelle. Et donc, on va avoir des modifications, moi ça je vais passer, qui peuvent se produire à plusieurs instants dans la vie, c'est-à-dire que ça peut se passer pendant l'enfance, ça peut se passer dans le cadre des maladies allergiques, mais ça peut se passer aussi bien quand on commence à être embêté avec tout ça, quand on a 40, 50, 60 ans, tout en restant jeune. Et donc dans la toux de la BPCO, en dehors des effets liés au tabac, eh bien on retrouve une partie de modification, une sorte de l'apparition d'une neuropathie à nouveau tussigène, parce qu'on crée un état inflammatoire bronchique dans le cadre d'une exposition, on crée une inflammation bronchique qui va modifier le nombre et l'activité des récepteurs, des TRP. Voilà, donc on retrouve ces récepteurs, les TRP-V1, TRP-A1, qui vont être sensibles aux médiateurs de l'inflammation, qui sont donc présents dans l'arbre bronchique. Et donc la toux, elle est liée bien sûr à l'inflammation, aux agents microbiens, mais aussi à ce hypersensibilité à la toux, Cough Hypersensitivity Syndrome, qui est secondaire, lui, à l'inflammation provoquée par l'agression et provoquée par les agents microbiens. Et tout ça fait une sorte de soupe qui favorise la modification des récepteurs et l'apparition de cette neuropathie, on va dire. Et donc l'idée, c'est bien sûr de modifier le microbiote et en particulier d'aller modifier, parce que modifier le respiratoire, c'est dur, modifier l'intestinal, c'est faisable. Donc de modifier le microbiote intestinal pour aller améliorer l'inflammation bronchique. Ça pose une question qui est le rôle des antibiothérapies itératives dans les modifications du microbiote respiratoire, puisqu'on va favoriser éventuellement la sélection et orienter la colonisation vers certaines bactéries, quoi. Donc ça, c'est difficile. Alors, dans les possibilités, eh bien, il y a les probiotiques. Ça avance. Donc les probiotiques, en gros, c'est rajouter d'autres bactéries pour remettre ça au carré, si on veut trouver des mots simples. Les prébiotiques, c'est donner à manger pour que les bonnes bactéries dans le tube digestif se développent. Les symbiotiques, c'est un mélange des deux. Et puis après, ce qui est très tendance, c'est la transplantation fécale. Alors, on n'est pas obligé d'apprécier, mais ça se développe, quoi. C'est-à-dire sur le plan digestif, en tout cas actuellement, sur le plan digestif, il y a plusieurs essais qui montrent l'efficacité à 90% des transplantations fécales sur des maladies inflammatoires digestives sévères, quoi. Alors dans les autres causes, bon, il y a les pathologies interstitielles. La toux, c'est un signe révélateur extrêmement fréquent de pathologie interstitielle. Et donc, si on a à la fois la toux et les râles crépitants, c'est un très très bon signe d'orientation. Globalement, il n'y a pas de différence de fréquence selon la nature ou le type de pathologie interstitielle. Qu'on s'intéresse à la fibrose pulmonaire ou à la sarcoïdose. Voilà. Et c'est souvent le premier signe qu'on va retrouver, et c'est celui qui embête le plus les patients. D'abord pour ce qu'on a dit ce matin, c'est-à-dire ça altère la vie sociale, et ça s'accompagne, ça qui est gênant avec la toux, c'est qu'à un moment donné, ça donne une incontinence urinaire, et ça c'est gênant. Enfin, bon. La sarcoïdose, bon, je ne vais pas vous faire de topo sur la sarcoïdose, mais bon, voilà, c'est des micronodules granulomateux le long des axes bronchovasculaires. Quand les gens sont gênés essentiellement par la toux, je dis ça pour ceux que ça intéresse, le bon traitement, c'est corticoïdes inhalés. Il faut toujours, je radote, c'est pas grave, mais il faut toujours bien réfléchir avant de démarrer une corticothérapie générale dans une sarcoïdose, parce qu'on sait
quand ça commence, on ne sait jamais quand on va pouvoir l'arrêter. Et donc le bon, ce n'est pas une maladie de l'urgence, la sarcoïdose, on a le temps. Et donc la corticothérapie inhalée, il y a pas mal d'études là-dessus aussi, c'est bien efficace sur la toux. Dans la fibrose, ça peut se compliquer parce qu'il y a très souvent un syndrome d'apnée du sommeil associé. Et pour certains, le traitement du syndrome d'apnée du sommeil a un effet bénéfique sur l'évolution de la fibrose. Pour certains, je ne suis pas convaincu, moi. Mais le traitement, comme on l'a dit, le traitement du reflux, ça ne marche pas sur la toux. C'est bon, et c'est fait partie des recommandations un peu systématiques dans la prise en charge des patients atteints de fibrose, mais sur la toux, c'est bof. Le traitement de la toux, c'est une toute petite corticothérapie. Alors, peu importe les effets, quand on dit une petite corticothérapie, c'est-à-dire qu'on ne dépasse pas 10 mg par jour par patient. Et bon, en général, on met 5 à 10 mg. Et comme tout dans la vie, pour moi, je commence par 10 mg. Et si ça calme la toux, au bout de 3-6 mois, je passe à 5 mg. Mais tous les autres traitements ne marchent pas. Et les traitements spécifiques de la fibrose, par exemple que ce soit l'Ofev ou l'esbriette, n'ont pratiquement pas d'effet sur la toux. C'est le problème de ces traitements, mais on y reviendra plus tard. Alors si on continue dans les causes insolites, le plus marrant, c'est ça. C'est le syndrome d'apnée du sommeil. Donc je le redis, c'est le deuxième message pour le tome 3, c'est il faut intégrer l'interrogatoire sur les troubles du sommeil dans l'interrogatoire de la toux chronique. Alors c'est une cause de toux chronique. 30% des patients qui sont pris en charge pour un syndrome d'apnée du sommeil toussent. Alors, c'est jamais unifactoriel, il y a toujours plusieurs causes. Quand on a un syndrome d'apnée du sommeil, on peut très bien avoir un reflux, on peut avoir des problèmes pharyngés. Bon, il n'empêche qu'il y en a 30% qui fument. Qu'il y a pratiquement la moitié des patients avec toux chronique qui ont un syndrome d'apnée du sommeil. C'est sidérant comme chiffre, quoi. Simplement, on ne le recherchait pas. Et alors, on va dire, c'est gentil, mais ce qui est magique, c'est que... Ce qui est intéressant, c'est que le traitement en PPC fait disparaître la toux. Et c'est des infos qui, pour moi, sont récentes, hein, et qui ne sont pas connues depuis très longtemps non plus, quoi. Mais c'est sûr qu'il peut y avoir des facteurs confondants. Mais si vous commencez à les rechercher simplement à l'interrogatoire, vous verrez que vous allez trouver pratiquement un tiers des patients avec toux chronique, quoi, hein. Pas le truc, ça fait 2 mois et demi que je tousse. Non, les vrais, ceux qui durent depuis 1 an, 2 ans, on trouve. Moi, je n'arrive pas à 40%, mais presque un tiers. Et pour ceux que j'ai rencontrés en consultation, la mise en place de la PPC, ça a été magique. Alors, je ne saurais pas dire pourquoi, parce que peut-être que la PPC diminue le reflux, peut-être que ça améliore, bon, je ne sais pas quoi, mais ça marche, quoi. Et donc ça, c'est quelque chose que je n'avais pas en tête avant de travailler sur, comme on dit, la toux chronique, et en pratique, c'est vrai. Le Sjögren, ce n'est pas quelque chose de fréquent, mais c'est tellement facile à diagnostiquer, et c'est tellement particulier comme traitement, que ça vaut le coup de le savoir. Donc, ça se caractérise par un syndrome sec oculaire et buccal. Alors, oculaire, on le voit, c'est le test de Schirmer. Buccal, c'est essentiellement ce besoin d'avoir toujours une petite bouteille d'eau, de l'eau, hein, avec soi. Et vous voyez que la toux, c'est pratiquement 2 patients sur 3, quoi. Ça veut dire que 2 patients sur 3 qui ont un Sjögren vont consulter essentiellement pour la toux, un peu pour la dyspnée, mais qui passent souvent en second plan. Par exemple, sur une toux irritative chez un homme non fumeur, sans exposition professionnelle, une toux qui dure depuis 4-5 ans, avec des surinfections bronchiques fréquentes, xérophthalmie, c'est-à-dire un test de Schirmer positif, rien de particulier en biologie,
un trouble ventilatoire qui n'est pas spécialement obstructif, puisqu'on a une diminution plus importante de la CV que du VEMS. Et pour ces gens-là, le réflexe, c'est la biopsie de glande salivaire accessoire, c'est très facile à faire. Je me la suis fait faire aussi. Et en fibroscopie, une trachée à peine inflammatoire, mais avec une infiltration lymphocytaire sur les biopsies bronchiques, une lymphocytose du lavage alvéolaire, et le traitement qui marche le mieux, c'est le sérum physiologique isotonique. Et donc, moi, je mets en nébulisation 3 fois par jour, pour ceux qui peuvent. Généralement, c'est des gens qui ont un certain âge, ce n'est pas les jeunes, et ça marche bien sur la toux. Ce qui les aggrave, c'est les traitements qu'on peut rajouter, donc, notamment les parasympathicolytiques, comme Incruse. Ben, ça peut augmenter la toux d'un certain nombre de Sjögren. Ou si on met un corticoïde inhalé, même avec un bêta-2, par exemple, comme le Relvar. Voilà, donc ça c'est intéressant parce que ça les soulage bien, quoi. Ça soulage la toux, quoi. Ça ne soulage pas les difficultés pour les femmes à continuer à avoir des rapports. C'est une toux qui est épuisante. Il faut mettre des aérosols par le bas, c'est compliqué. Il y a d'autres techniques. Mais la sécheresse, elle est sur toutes les muqueuses, quoi. Donc, si on fouille l'interrogatoire, on trouve les autres signes, quoi. Alors, la sclérodermie, bon, c'est juste pour le plaisir, mais la toux, elle existe. En fait, elle existe dans toutes les maladies systémiques. La sclérodermie, c'est intéressant parce que si on regarde les gens, on les trouve, les sclérodermies. Et c'est un peu dommage que ça soit des diagnostics qui soient encore tardifs, quoi. Le point d'appel pour la sclérodermie en particulier, c'est le syndrome de Raynaud, mais chez vous, enfin ici, ça ne doit pas être simple, quoi. Il faut quand même avoir les mains, au moins les mains dans l'eau froide ou les mains au froid, quoi. Et donc on en voit quand même souvent des sclérodermies. Et puis après, on peut voir dans d'autres maladies comme la polyarthrite, où les causes peuvent être multiples, en sachant que ce qui caractérise le plus la polyarthrite et la toux, c'est l'atteinte de l'arbre bronchique, quoi. Soit par le biais de dilatation des bronches, soit par le biais d'inflammation des bronchioles, donc des bronchiolites peuvent être de nature folliculaire et constructive. Bon, après c'est du détail, mais ce sont des gens qui toussent. Et là aussi, ça c'est difficile à traiter parce que quand on a un diagnostic de bronchiolite dans une polyarthrite, on a du mal à échapper à la corticothérapie générale, quoi. Les autres traitements ne marchent pas bien. Les maladies digestives, que ce soit Crohn et rectocolite, bon, c'est pas archi fréquent, mais ça s'accompagne souvent de toux. Et cette toux est en relation avec une inflammation trachéale et bronchique. Alors c'est assez marrant parce que quand on est vraiment dans une atteinte trachéale ou bronchique d'une rectocolite, par exemple, on a l'impression, quand on fait la fibroscopie, qu'on est en train de faire une coloscopie. Ça donne un aspect sidérant. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que ça peut survenir avant la maladie, pendant la maladie digestive, après la maladie digestive, même si les gens sont guéris de leur Crohn ou de leur rectocolite, s'ils ont eu une maladie de Crohn ou de rectocolite dans le temps, la toux peut être en rapport avec une atteinte pulmonaire ou bronchique de la rectocolite. Et là aussi, ça répond bien aux nébulisations de budésonide, quoi. Et puis après, il y a des trucs qu'on ne voit pas souvent, mais voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le nez en pied de marmite, qu'on voit dans la polychondrite chronique atrophiante. Bon, c'est pas fréquent, puisque nous, on doit en avoir 6 ou 8 qui sont suivis sur 20 ans, c'est pas beaucoup, hein. Et la particularité, c'est l'aspect du scanner, où on a un épaississement qu'on voit très bien là et là, de la paroi trachéale, qui en plus apparaît progressivement calcifié. C'est important de savoir que c'est calcifié, ça veut dire que la probabilité qu'on fasse grand-chose d'intelligent là-dessus est faible, quoi. Parce qu'on voit très bien le calibre rétréci ici,
Et la calcification, là, la possibilité que ça s'arrange, c'est peanuts, quoi. Les amyloïdoses trachéobronchiques, bon, on en voit plus que de bronchite éosinophile, malgré tout. C'est un diagnostic essentiellement endoscopique, parce que les calcifications qu'on voit ici, bronchiques, parfois sont simplement liées à l'âge, au vieillissement, et ne sont pas forcément pathognomoniques d'une maladie quelle qu'elle soit. Bon, ça c'était toute une série de maladies pas fréquentes, c'est les oubliés, quoi. Puis après, il y a tout ce qui est l'hypersensibilité. Alors l'hypersensibilité, parfois c'est très facile et parfois c'est très compliqué. Donc l'exemple typique de l'hypersensibilité, c'est le poumon d'éleveur d'oiseaux, par exemple, bon, où généralement il y a un environnement clinique qui est très évocateur. C'est l'essoufflement, la fièvre sous la forme de l'impression d'être grippé régulièrement, mais de ne pas faire la grippe. Et puis petit à petit, un amaigrissement avec une altération de l'état général. La toux est parfois le seul signe, mais en règle générale, on va trouver des crépitants à l'auscultation et on va trouver des aspects au scanner qui sont fortement évocateurs. La difficulté, c'est maintenant de trouver l'allergène en cause, quoi. Et on voit de plus en plus, alors il y a des trucs tordus, quoi, hein, bon, les brosseurs de saucissons, ouais, bon, ok. Mais ce qu'on voit en pratique, c'est les moisissures domestiques. Et donc, de plus en plus, on a des patients ou des gens qui se sensibilisent à certains allergènes type moisissure et qui développent des toux ou des formes complètes d'hypersensibilité par une sensibilisation IgG vis-à-vis des moisissures. Alors ça, c'est ce qu'on voit le plus maintenant. Alors je ne sais pas, ici, je ne sais pas, mais vous devriez en avoir normalement. Dans le nord de la France, là, c'est très fréquent, quoi. Au tout début, on voyait beaucoup d'aspergillus, et comme les gens, c'est la faute. En gros, c'est la faute à Castorama, d'une part, et aux économies d'énergie, d'autre part. C'est-à-dire qu'on a calfeutré beaucoup de systèmes d'aération, enfin, dans le nord de la France, là, pour avoir moins froid, quoi. Donc on se dit que c'est plus la peine de ventiler parce que c'est de l'air froid, etc., etc. Donc les gens, ils calfeutrent, ils bouchent, ils mettent du scotch sur les ventilations. Et après, je dis que c'est la faute à Castorama aussi, parce que les gens, ils se font plus suer, quoi. Vous avez vu comme je parle mieux maintenant? Je dis, ils ne se font plus suer. C'est-à-dire qu'on a vu des trucs dingues, quoi. Quand on voit apparaître des moisissures sur un mur comme ça, le réflexe d'un type normal, c'est de se dire, mais pourquoi il y a des moisissures? Donc de chercher la cause. Mais si la cause, c'est il va falloir faire des gros travaux et qu'on est en location et que le propriétaire ne veut pas, et qu'on en a marre de voir les moisissures, qu'est-ce qu'on fait? On met un truc par au-dessus. Alors ça va des trucs en bois ou des trucs en plastique, et les moisissures prolifèrent derrière. Et donc les gens se sensibilisent comme ça, petit à petit, et quand on va chez eux, on ne trouve pas. Et il faut soulever, ou il faut retirer par en bas. Donc de temps en temps, on y va, hein, moi aussi, pour voir, parce que quand on a un tableau d'hypersensibilité qu'on ne trouve pas l'allergène, c'est parce qu'on n'a pas bien cherché, quoi. L'allergène, il est là quelque part. Et il faut trouver. Et donc on voit beaucoup de pneumopathie, d'hypersensibilité aux moisissures domestiques sur des gens qui ont une fuite ou une infiltration d'eau dans le mur. Et voilà, les moisissures se développent, d'autant plus que c'est plus très ventilé. Alors on revient à ce qu'on disait ce matin, c'est-à-dire l'éviction. Si c'est des pigeons, le masque, ça marche. Si c'est des moisissures et des antigènes de petits poids moléculaires, le masque, ça ne marche pas, quoi. C'est avec l'installation des jacuzzis qu'on a découvert qu'il y avait une mycobactérie particulière, la immunogénome, qui ne donne pas une maladie infectieuse de mycobactéries, mais qui donne une hypersensibilité à certains composants de la membrane de la mycobactérie. Et alors c'est
Ben, c'est marrant parce que... c'est marrant, ouais, si on veut, quoi. Parce que souvent, ça coûte cher à installer. Et au bout de 1 à 2 ans, pas chez tout le monde, hein, au bout de 1 à 2 ans, les gens commencent à avoir des symptômes, ils ne sont pas bien, donc c'est toujours pareil, hein, ils commencent par tousser, puis de temps en temps, ils font un peu de fièvre, ils ne font absolument pas le rapport avec le jacuzzi. Et quand on creuse un peu, on se dit que, à partir du moment, c'est comme si on a des pigeons chez soi, on a ça, on se dit, bon, on va d'abord s'occuper des pigeons. Et bien, ce tableau-là, chez quelqu'un qui a un jacuzzi, on se dit, ça doit être le jacuzzi. Et donc, si on veut savoir si c'est sensibilisé, ben, il y a un sérodiagnostic qui existe vis-à-vis de cette mycobactérie. Pareil, ça se fait, même pour nous, ça se fait à Besançon aussi. Et il faut expliquer au type que la seule façon, c'est de retirer le jacuzzi, mais que ça se vend bien sur Le Bon Coin. On se rend compte que souvent, les patients, ils ont le diagnostic soit dans leur tête, soit dans le dossier avec lequel ils arrivent, quoi. Et si on a suffisamment le temps, parce que bon, il faut avoir le temps aussi, hein, de les interroger et de les réinterroger, et à la seconde consultation de recommencer, ils sont comme nous, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont à peine sortis du cabinet, qu'ils se disent, ou la femme dit et pourquoi tu ne lui as pas dit que ben, j'ai oublié, tu aurais dû m'y faire penser. Voilà. Puis la fois suivante, ils reviennent et ils racontent quelque chose de différent. Et là, on se dit, bon sang, mais c'est bien sûr. Donc en seconde intention, c'est TDM, fibroscopie, mais pas tout de suite. Donc toujours en seconde intention. Et ne pas oublier de rechercher l'interrogatoire des signes de syndrome d'apnée du sommeil, des signes de sécheresse, et de rechercher par l'interrogatoire ce qui a pu être particulier comme antigène rare ou domestique. Les arguments qui orientent vers une toux psychogène, hein, parce que la toux psychogène, c'est vraiment, c'est la fin, là. Quand on n'a vraiment rien trouvé, quoi. Ça, c'est difficile. J'ai rien d'intelligent à dire là-dessus, si ce n'est que ça rentre dans le domaine de la psychosomatique, que c'est des toux qui sont toujours sèches, improductives, à répétition, très irritatifs, uniquement diurnes. Ça ne veut pas dire que quand c'est uniquement diurne, c'est ça, mais ça veut dire que si la toux est nocturne, c'est pas ça. En d'autres termes, quand ils arrivent à s'endormir, à déconnecter le cerveau, ils arrêtent de tousser. Ils se réveillent le matin et ils retoussent. Mais ce n'est pas la seule cause qui donne ça. Mais si on pense au psychogène et que les gens toussent la nuit quand ils dorment, ben c'est que ce n'est pas une toux psychogène. Il faut chercher autre chose, quoi. Alors après, ça, c'est pas de la tarte, hein. Comme je vous l'ai dit, souvent chez les jeunes filles, les parents font la tête, ils n'ont rien vu venir, c'est comme tous les parents de toute façon, hein. Et ça passe par une approche psychologique, je ne me suis pas lâché à marquer psychiatrique, et une thérapie comportementale, un peu de relaxation, mais c'est psychiatrique, quoi. Et donc, notre femme du départ, il y a toujours la même faute d'orthographe, bon, c'est normal, puisque c'est du copier-coller. Et donc, voilà, TDM normal, fibro normale, pas de syndrome d'apnée du sommeil, pas de Sjögren. Bon, après, on s'arrête là, hein. Le traitement par IPP était inefficace. Les traitements bronchodilatateurs inhalés nasaux, inefficaces. Bon, vous voyez où je veux en venir progressivement. Ce sera pour la fin.